1975. Ed Roberts invente le premier micro-ordinateur, l'Altaïr. Le futur milliardaire Bill Gates, qui a alors 19 ans, écrit le premier langage de programmation pour micro. Bientôt, Steve Jobs et Steve Wozniak commercialisent l'Apple II, qui connaît un succès retentissant. En 1980, le marché du micro dépasse déjà le milliard de dollars. Il y a 20 ans, les micro-ordinateurs n'étaient que des joujoux électroniques destinés aux cinglés d'informatique. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, micro égale business. Comment l'industrie du micro est passée de 0 à 100 millions de machines vendues. Telle est l'incroyable histoire que je vais vous raconter. Bien sûr, les entreprises pionnières comme Apple y jouent leur rôle. Mais le secret de cette transformation de gadget initial en business international tient en 3 lettres. IBM. IBM, c'est l'entreprise américaine par excellence. Au fil des ans, le fondateur Tom Watson, puis son fils Tom Jr., ont hissé leur entreprise au premier rang mondial de fabricants d'ordinateurs. Pendant des années, IBM n'a fabriqué que des machines géantes vendues, installées et réparées par des légions d'employés en costume bleu marine qui ont valu à l'entreprise son surnom de Big Blue, la Grande Bleue. En 1980, la culture d'entreprise IBM des années 60 est toujours en vigueur. On dit alors qu'IBM ne licencie jamais personne, exigeant seulement de ses employés une obéissance sans faille. On dit aussi que les employés sont conservateurs, avec pour toute ambition de remplacer leur chef, et qu'ils occupent leur loisir à laver leur voiture. Me voici devant le QG interplanétaire d'IBM, l'une des plus vastes multinationales au monde. C'est une véritable galaxie avec des centaines de milliers de citoyens, son administration et sa culture. Il ne lui manque que des forces armées. Je vais visiter la galaxie IBM en compagnie de Sam Albert, un ancien cadre de la société. Je me suis déguisé comme il convient de l'être, mais pour vraiment se mettre dans l'ambiance, nous allons interpréter une des chansons du livret IBM de 1959. Voilà, numéro 74 sur l'air de Jingle Bells. 3, 4. IBM, heureux homme, toujours souriant. Notre joie, c'est de vendre le jour et la nuit. Fidèles hommes de Watson, associés de TJ. Nous aidons l'humanité, c'est pourquoi nous sommes si gays. Attention, gay n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Okay. I guess it was okay. Perfect. When I started at IBM, there was a dress code. Quand j'ai débuté à IBM, il fallait respecter un code vestimentaire officieux, mais obligatoire quand même. Chemise blanche et col amidonné. Le jour où j'ai commencé, un homme tiré à 4 épingles m'a arrêté à l'entrée de l'immeuble. Vous êtes de chez IBM ? Oui. Dans son costume 3 pièces, il m'a dit « Pourriez-vous remonter le bas de votre pantalon, s'il vous plaît ?» Avant que j'aie fait un geste, il s'en était chargé. « Et vous ne portez pas de fixes chaussettes ?» Comment ? « Mais vos chaussettes, elles ne tiennent pas, il vous faut des fixes chaussettes. » Et j'ai dû aller en acheter.
IBM, c'est comme la Suisse. Conservatrice, bâillant d'ennui, mais prospère. Chaque décision à prendre étant débattue dans de multiples commissions, il était presque impossible d'en prendre de mauvaises. Ni même de décisions tout court. IBM n'est que hiérarchie, procédure, immobilisme. Autant dire que tout y est long et lent. À la fin des années 70, les fabricants de micro-ordinateurs comme Apple connaissent une croissance tellement spectaculaire que même IBM ne peut l'ignorer. The Apple II, small, inexpensive, simple to use. Comment? Il existe un nouveau marché pour les ordinateurs et IBM en est absent? En 1980, le géant immobile décide d'entrer dans la danse. Des milliers de gens ont commencé à acheter ces petites machines et ils les adoraient. On en voyait dans les bureaux de nos clients parce qu'elles pouvaient réaliser des tâches pour lesquelles nos gros ordinateurs n'étaient pas prévus. JB wanted to know why I'm doing better than all the other managers. Apple était en train de devenir synonyme de micro-ordinateur. IBM ne pouvait laisser piétiner ses plates-bandes sans réagir. Ils en parlaient religieusement. C'était inquiétant, ils perdaient confiance en nous. Il nous fallait notre propre micro pour redorer notre image. Pour la première fois de son histoire, IBM doit agir vite et personne ne sait comment s'y prendre. Personne, sauf un ingénieur, forcément un peu farfelu. En 1979, Bill Lowe dirige un petit laboratoire de recherche IBM à Boca Raton, en Floride. Au cours d'une réunion du comité de direction, il affirme qu'il connaît le moyen de sortir IBM de l'impasse. Frank Carey, qui préside le comité, l'écoute avec attention. Quand j'ai dit que j'avais une idée pour réaliser notre propre machine, Carey a répondu « Malheureusement, tout le monde sait qu'à IBM, il faut 4 ans et 300 personnes pour réaliser quoi que ce soit. » J'ai dit « Donnez-moi un an et vous aurez un PC IBM. » Il a terminé la réunion en disant « Apportez-moi un rapport dans 2 semaines. » Concevoir et réaliser une gamme IBM de micros en un an, absurde. Mais Bill Lowe avait une idée derrière la tête, un concept, plutôt qu'un produit proprement dit. Puisqu'IBM n'a pas le temps de mettre au point son propre micro, on va acheter tous les composants à l'extérieur, les assembler et leur coller l'étiquette IBM. En jargon industriel, cela s'appelle architecture ouverte, et c'est du jamais vu à IBM, une véritable hérésie. C'est pourtant cette hérésie que le comité de direction va entériner quand Bill Lowe lui soumet son rapport à la date fixée 15 jours plus tard, propulsant l'ingénieur iconoclaste au poste de responsable du projet. Mettons-nous à la place d'IBM en 1980. De quoi avons-nous besoin pour assembler notre PC? Une unité centrale. Un moniteur. Un clavier. Et voilà un PC. Enfin presque. Il en manque encore la moitié. Leçon numéro 2 du cours d'informatique élémentaire. Dans un PC, on a d'un côté l'élément matériel et de l'autre l'élément logiciel, c'est-à-dire les programmes. Une machine ne sert à rien si elle n'est pas pourvue de 2 logiciels de base. D'abord, un langage de programmation qui permet de saisir les instructions sur un clavier. Ensuite, un système d'exploitation. Une sorte de gérant interne qui indique à l'ordinateur, par exemple, comment le clavier est relié à l'écran, comment enregistrer des fichiers sur une disquette ou comment lancer une application. Les systèmes d'exploitation portent des noms comme Unix, MS-DOS ou autres. Des noms rébarbatifs, mais qui ont fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde.